Il y a certains individus qui au cours de leur existence changent de carrière, de mode de vie. Certains commencent comme banquiers et terminent comédiens, d'autres passent de dealers de drogue à chefs d'entreprise, et d'autres encore débutent dans le banditisme avant de finir dans la police. C'est le cas d'Eugène François Vidocq. Il sera délinquant, prisonnier, indique, policier et même détective privé. C'est son histoire que l'on va vous raconter dans cette vidéo. Eugène François Vidocq est né à Arras le 24 juillet 1775 dans une famille de la petite bourgeoisie. Il entre dans le monde de la délinquance très tôt, en se bagarrant et en volant. À 12 ans, il est le caïd de son quartier. Il faut dire que le gamin a déjà une taille d'adulte. Ça aide. Il n'a pas de scrupules quant au choix de ses victimes, puisqu'il va même jusqu'à voler les couverts en argent de ses parents. Ceux-ci le lui rendent bien en l'envoyant à la prison pour mineurs. Son père pense ainsi lui inculquer le respect. Eugène François sort de prison et remercie ses parents pour la leçon sur le respect en leur volant 2000 francs. Il quitte le domicile familial et souhaite se rendre en Amérique. Il se rend pour cela à Ostende, en Belgique, mais se fera dépouiller. Il doit alors gagner sa croûte en faisant le saltimbanque et le colporteur. En 1791, il s'engage dans l'armée révolutionnaire et va participer aux batailles de Valmy et de Jemappes. On pourrait le croire rangé, dans le droit chemin. Eh bien non, il est impliqué dans une dizaine de bagarres et se fera renvoyer de l'armée. Il se marie en 1794, mais ce n'est pas encore le moment pour lui de se poser. Il quitte sa femme en lui volant toutes ses économies. Il mène alors une vie d'escroc et de voleur. Mais ces nombreuses escroqueries ne peuvent rester impunies. En décembre 1796, Vidocq est condamné à 8 ans de prison pour faux en écriture publique et authentique. Il effectue sa peine à la prison de Bicêtre, avant d'être incorporé dans la chaîne de Brest. La chaîne de Brest, c'est un voyage que les prisonniers doivent accomplir pour se rendre au bagne de Brest. Bien sûr, ils effectuent le trajet à pied. On ne doute pas des bienfaits d'un tel voyage, mais Vidocq si. Il décide de s'échapper durant la traversée de la forêt de Compiègne, mais échoue. Qu'à cela ne tienne, à peine arrivé à Brest, il recommence. Il saute le mur d'enceinte du bagne, mais se foule la cheville. Quand ça veut pas, mais la troisième fois est la bonne. Vidocq vole des vêtements de matelot, se change et quitte le port de Brest sans être inquiété. Tout dans le feutré. Il est de nouveau arrêté en 1799. On l'envoie bronzer sur la côte d'Azur, au bagne de Toulon. Vidocq a la bougeotte et s'échappe à nouveau en 1800, acquérant du même coup un respect sans égal de la part du milieu. Sans transition, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce chat tout mignon qui vous le demande. Vous ne voudriez pas qu'il lui arrive du mal quand même. Cette fois, il reste plus longtemps en liberté, avant d'être à nouveau emprisonné en 1809. Vidocq en a un peu marre de cette alternance prison-évasion, et va tenter une autre méthode, proposer sa collaboration à la préfecture de police et devenir indique. Cela peut aider à améliorer les conditions de détention et avoir peut-être une petite remise de peine. Il peut sortir en 1811 et intègre la brigade de sûreté, brigade composée d'anciens bagnards chargés d'infiltrer le milieu. Il obtiendra sa grâce en 1818 par le roi Louis XVIII. Vidocq va rapidement devenir le chef de cette brigade et va se montrer indispensable. Le contexte de l'époque favorise son activité. En effet, la révolution industrielle a fait basculer la criminalité des campagnes aux villes. Et on a donc besoin d'une brigade chargée de veiller à la sécurité des citoyens. Mais ce sont surtout ses résultats qui font parler, tout autant que ses méthodes d'ailleurs. Ils vont capturer plus du double de bandits que les autres brigades, avec parfois des méthodes douteuses, ce qui lui vaut reconnaissance, admiration, jalousie et mépris. Il revendiquera plus de 16 000 arrestations. Monsieur Lefebvre, dites-moi, qui sont vos complices? Je ne parlerai pas. Dites-moi, qui sont vos complices? Non, je ne parlerai pas. Bon. Vous ne me laissez pas le choix. Je ne voulais pas en arriver là, mais tant pis pour vous. Non, 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 j'avoue tout.
Vidocq acquiert une grande notoriété. Et cette notoriété lui vaut de nombreux ennemis. Des ennemis que l'on retrouve partout. C'est très éclectique. Ses supérieurs ne l'aiment pas et le poussent régulièrement à la démission. La pègre le considère comme un traître. Les bandits qui l'arrêtent l'accusent de complicité dans le crime, histoire qu'il tombe avec eux. Et les journaux qui l'accusent d'être soumis au roi. En 1927, il démissionne de son poste, devient entrepreneur et crée une usine de papier. Il publie ses mémoires avec un grand succès d'édition. Mais Vidocq s'est peut-être vu trop beau. La reconversion, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Son entreprise fait faillite, le laissant ruiné. En 1932, il reprend son poste dans la brigade de sûreté avant de démissionner 6 mois plus tard. Il lui faut se trouver une nouvelle occupation. Il retente l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci dans un domaine qu'il connaît bien. Il ouvre un bureau de renseignement universel dans l'intérêt du commerce, c'est-à-dire l'ancêtre des détectives privés. L'aventure dure quelques années avant sa fermeture en 1837 par décision administrative. Vidocq doit à nouveau changer d'activité. Il décide en 1845 de partir pour l'Angleterre. Il profite de sa notoriété pour donner des conférences payantes, un peu comme Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Il ne se lasse pas de ses premiers amours et revient en France en 1848 et aide les renseignements français en se faisant enfermer à la prison de la Conciergerie pour infiltrer une émeute. Vidocq trouve toujours un moyen de s'en sortir, de se réinsérer, de se renouveler. Rien ne l'arrête. Même le choléra n'arrivera pas à le vaincre quand Vidocq attrape cette maladie en 1854 à l'âge de 69 ans. En avril 1857, ça commence quand même à sentir la fin. La maladie lui paralyse les jambes et il meurt un mois plus tard, le 11 mai 1857. La vie mouvementée d'Eugène François Vidocq en a fait une légende. De nombreux films et romans racontent l'histoire de cet homme. De grands auteurs se sont inspirés de sa vie. Le personnage de Vautrin, dans la Comédie humaine de Balzac, en est un bon exemple. Victor Hugo, dans Les Misérables, va aussi s'inspirer de lui. Jean Valjean, Thénardier et Javert ressemblent chacun à une période de la vie de Vidocq, respectivement le bagnard, le criminel et le policier. Si vous avez déjà lu ou vu une œuvre s'inspirant de Vidocq, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est ce type de dessin incroyable qui font aussi l'histoire de France. C'est maintenant la fin de cette vidéo. On espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Instagram, à mettre un commentaire, à mettre un petit j'aime, à la partager. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.